Hello, je suis Marie-Estride, consultante sensorielle, et je pars à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui ont décidé de changer de vie et de se consacrer à un métier sensoriel. Que ce soit à travers le goût, le toucher, la vue, l'ouïe ou l'odorat, toutes ces personnes partagent une envie commune, celle de la transmission et de la reconnexion à ce que nous sommes vraiment. Partez à la rencontre de ces destins qui ont du sens et de ces passions devenues métiers. N'hésitez pas à partager ce podcast à toutes les personnes qui doutent et qui hésitent à se lancer dans leur projet de cœur. Artisens, le podcast qui vous montre une autre voie. Artisens. 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 Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Hélène, une femme qui a été pâtissière, comédienne, décoratrice et qui gère aujourd'hui les événements d'une abbaye chargée d'histoire. De La Rochelle à l'Australie, en passant par de célèbres villes de rugby, elle a traversé des vies là où d'autres n'en vivent qu'une. Mais derrière chaque métier, chaque ville, chaque rôle, une quête silencieuse. Celle de savoir qui elle est vraiment. Pas la mère, pas la professionnelle, pas l'étiquette du moment, elle. Parce qu'Hélène porte en elle ce paradoxe que beaucoup connaissent sans oser le nommer, avoir tout changé, tout réinventé et parfois ne plus savoir où on commence. Alors aujourd'hui, nous parlons de sens, de beau, de parentalité qui bouscule, d'identité qui se cherche, se perd, se reconquiert. Une conversation franche entre deux femmes sur les rôles que la vie impose et celui qu'on choisit enfin de jouer. Bienvenue dans cet épisode. Bonjour Hélène, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Comment tu te sens aujourd'hui ? Très bien, je me sens bien. Un peu débordée de ma semaine précédente, mais je me sens bien. Ouais, ok. En tout cas, merci d'avoir trouvé ce temps de partage. Et est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Et si tu veux, je peux te faire un petit profil chinois, si tu le souhaites. Alors, je m'appelle Hélène Payog. Je suis née à La Rochelle. Je vais avoir 36 ans au mois de septembre. Et j'ai 2 enfants, Malo qui a bientôt 8 ans et Rose qui a 4 ans. Ok. Et donc, tu as toujours vécu à La Rochelle ou tu es partie pour mieux revenir ? Je suis partie pour mieux revenir. J'ai quitté La Rochelle à l'âge de 17 ans. Je suis allée passer mon bac à Bordeaux, au lycée Bremontier. Puis après, je suis partie à Paris pour poursuivre mes études. J'ai passé 1 an et demi à Paris. Après, je suis partie vivre à l'étranger. Ok. En Australie. Je suis revenue de cette expérience fabuleuse et je suis partie vivre à Béziers, puis Montpellier. De Montpellier, je suis partie à Oyonnax. D'Oyonnax, je suis partie à Carcassonne. Et après, je suis revenue il y a maintenant 7 ans sur La Rochelle. Waouh. Et ok. Non, c'est que j'essaie de me dire, sans dévoiler le subterfuge, qu'est-ce qui a guidé ces choix-là? Et surtout, est-ce que tu as envie de nous parler un peu de ton parcours professionnel dans les grandes lignes, ou est-ce que tu souhaites déjà dire ce que tu fais aujourd'hui et justement dérouler la pelote de laine à l'envers? Alors en fait, pour faire simple, j'ai eu, et d'ailleurs quand on a discuté précédemment, j'ai eu 1000 vies dans une vie, mais je suis un peu une touche à tout. Mais quand on regarde mon parcours professionnel, effectivement, il y a quand même un fil conducteur qui revient souvent, c'est le côté créa. Mais à la base, j'ai fait des études de communication sur Paris en alternance, dans lequel j'ai travaillé dans un laboratoire pharmaceutique. Ah oui, okay. Chez Bristol Myers Squibb. Ils vendent quoi, eux? Donc moi, je travaillais pour le secteur neurosciences, pour un antipsychotique qui s'appelle Abilify, pour traiter les gens atteints de bipolarité et de schizophrénie. Donc j'ai fait ça durant mon alternance. Après, pour des raisons personnelles, j'ai arrêté, j'ai quitté Paris parce qu'il le fallait, et c'est là que je suis partie en Australie pour me retrouver. J'avais besoin de faire une coupure dans ma vie et perso, familiale. J'avais besoin de me retrouver à un moment donné, donc j'avais 22 ans. Et je suis partie 7 mois faire un petit peu mon
mon expérience et qui m'a beaucoup servi d'ailleurs. T'as fait quoi, du picking? Ouais, exactement, fruit picking et puis après des cours de français dans une famille super. d'accueil. Ok. Et quand je suis revenue, j'ai fait des stages en pâtisserie dans des restaurants étoilés, notamment chez les frères Poussel à Montpellier et puis à Sainte-au-Parvis. Et parce que t'avais envie de t'orienter vers parce que j'ai toujours été attirée par la cuisine, j'adore recevoir, je cuisine énormément, j'ai été baignée là-dedans, on est une famille très épicurien. Et en fait, je me suis rendu compte que j'adorais cuisiner pour les autres, mais en fait, j'étais très frustrée, puisqu'en cuisine dans les restaurants, on a très peu de retours. Oui, tout à fait. Et puis la brigade me convenait pas du tout, et les horaires, et puis voilà. Donc et le fait d'être une femme en cuisine, peut-être. Voilà, aussi. exactement aussi. Et donc et puis la pâtisserie, on s'amuse beaucoup moins qu'en cuisine. C'est très chronométré, de la chimie, pardon. Et donc j'ai abandonné ce projet-là. Et puis j'ai intégré, mais alors là, ça a été vraiment le hasard de la vie. J'ai été prise en casting sauvage par un réalisateur qui s'appelle Christophe Honoré, qui cherchait un petit rôle pour son long métrage Les Métamorphoses, pour le rôle d'Eurydice. Et donc j'ai passé ce casting-là, ils m'ont contacté, j'ai passé ce casting et j'ai été prise pour ce long métrage. D'accord, mais t'as trouvé dans la rue? En fait, à l'époque, mon ancien compagnon de l'époque connaissait un directeur de casting qui m'avait repéré. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. D'accord. Donc, histoire de la vie. J'avais toujours été attirée par le cinéma, tout ce qui est culturel, etc. Ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai fait du conservatoire de danse pendant longtemps, la natation synchronisée pendant longtemps. Et donc, me voilà partie à faire un long métrage. J'avais aucune expérience. J'avais jamais fait de cinéma de ma vie. Et en fait, ça m'a plu. Et puis, ça faisait des années que tout le monde me disait, Hélène, t'as une gueule, il y a quelque chose, il faut que tu y ailles, etc. Et je me suis lancée et j'ai trouvé une école sur Montpellier et j'ai passé du coup le concours d'entrée pour entrer dans cette école en 3 ans d'art de la scène qui s'appelle la Compagnie Maritime et j'ai été prise. Et donc j'ai fait cette école en 3 ans, théâtre, cinéma, musique, donc chant et danse obligatoire. Et j'ai tourné 2 ans avec cette compagnie de théâtre, fait des courts-métrages. Et puis la vie a fait que j'ai rencontré mon conjoint actuel qui était sportif de haut niveau, rugbyman, et donc il a fallu que je le suive. D'où les villes précédemment citées. Et donc je me suis retrouvée au fin fond de l'Ain à Oyonnax, et là le choc a été terrible parce que je passais d'une ville comme Montpellier, très culturelle, très jeune, à une ville... comment la décrire? Oui, il se passait pas grand-chose. Un petit peu morte. Ouais, tout à fait. Et donc j'ai arrêté. Et puis au bout d'1 an, j'ai eu mon enfant. J'ai fait un arrêt sur ma vie professionnelle. Je me suis occupée de mon premier enfant. Et j'ai repassé un diplôme d'archi d'intérieur. J'ai retrouvé du boulot tout de suite en CDI sur La Rochelle, dans une agence de déco, pendant 2 ans. Après, j'ai créé ma boîte qui s'appelle Maison Payog, que j'ai toujours gardée. J'ai travaillé pendant 1 an en tant que wedding designer, wedding planner sur La Rochelle. Et sur l'île de Ré, principalement. L'agence était sur l'île de Ré. Et j'ai arrêté au mois d'août l'année dernière pour intégrer du coup l'abbaye de la Grâce-Dieu aujourd'hui, dans lequel je suis chargée de projet événementiel et communication sur la partie mariage et pro. Waouh! Donc, il y a toujours eu la notion artistique, donc comme tu disais, qui prônait ton parcours, enfin qui suivait ton parcours, la notion du beau, on en a parlé aussi précédemment toutes les deux en off, et le côté sportif que tu as relaté via le prisme de ton mari, mais aussi le tien. Tout à fait. Tu es une grande sportive, tu disais la natation synchronisée. Tu as fait quoi d'autre comme sport? J'ai fait de la danse classique. Et puis, c'est vrai que depuis quelques années, je me suis un peu découverte dans le crossfit. Je fais pas mal de crossfit, d'Aerox. Voilà, j'aime l'ambiance, j'aime ce côté dépassement de soi, compétition un petit peu, parce que je suis un peu compétitrice. Et voilà, donc c'est un équilibre que j'ai retrouvé actuellement. Mais oui, le sport fait partie de ma vie. J'ai baigné dedans sans par obligation, entre guillemets, mais mes parents étant sportifs les deux, ma mère le basket et mon père le rugby, puis après mon frère, puis mon conjoint.
J'avoue que le rugby, je suis contente de m'en sortir. Mais oui, j'aime le sport. Ouais. Et qu'est-ce que tu retiendrais justement de ces valeurs-là qu'est-ce que le sport ou le rugby, peu importe quel sport, mais apporte dans ta vie, même si t'en as beaucoup mangé, hein. Mais qu'est-ce que ça, à ton avis, qu'est-ce que ça a donné à ta vie comme couleur, comme valeur, alors c'est assez paradoxal. Ça m'a donné des valeurs, je dirais, très positives qui m'ont aidé, qui m'aident sur le dépassement de soi, sur le côté persévérance, sur le côté cohésion d'équipe, valeurs profondes, etc. Et à la fois, ça m'a beaucoup d'exigence aussi. Et à la fois, ça m'a beaucoup, comment dirais-je, limité? Pas limité, c'est pas le mot, mais plutôt. Contraint. J'arrive pas à trouver le terme exact, mais parfois ça m'a pas desservi parce que c'est pas le mot, mais ça. C'est pas que ça m'a fait du mal, mais c'est que quand vous baignez dans un milieu très sportif, mais que vous ne l'avez pas choisi, et que vous êtes un petit peu ce petit être qui sort de nulle part et qui n'est pas du tout là-dedans, parce que déjà, moi, mes parents faisaient du sport co, donc sport collectif, mon frère aussi, mon conjoint aussi, mais moi, j'ai toujours fait des sports individuels, mine de rien, et artistiques. Donc déjà, c'était un peu incompréhensible. D'où elle sort, celle-ci. C'était un peu ça. Et qu'après, vous êtes plutôt attiré vers les milieux très artistiques et très créa. J'ai toujours été un petit peu la perchée, celle qui rêve un petit peu. Et c'est vrai que du coup, c'est même dans mon milieu professionnel, je l'ai autant aimé le milieu sportif que détesté. Je sais pas trop comment ça a tellement fait partie de ma vie et peut-être même trop. Ça prenait trop de place. Alors que moi, j'étais dans un milieu qui n'était pas du tout le même. J'étais parfois incomprise, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça a été bien et pas bien. Voilà. Je sais pas trop comment l'expliquer, le mettre en forme, mais en tout cas avec des mots. Mais en tout cas, ça m'a servi et desservi. Ça m'a fait du bien et à la fois pas toujours. Et aujourd'hui, t'es réconciliée avec parcours sportif qui n'était pas le tien? Tout à fait, mais parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à prendre du recul et en fait à m'accomplir en tant qu'être, pas de vivre à travers la fille de mon père. En fait, ce qui a été très dur dans ma vie, et je l'explique souvent, parce souvent on voit le bon côté des choses, les gens vous disent ah mais t'es la sœur de Benoît Pailleug, c'est super, t'es la sœur de Jean-Marc Pailleug, t'es la fille de Jean-Marc Pailleug, la femme de, et en fait moi j'ai été la fille de, la sœur de et la femme de. Ouais, tout à fait. Et ça a été ça des années dans ma vie, et en fait sans m'en rendre compte, j'étais moi aussi rentrée dans ce système, dans ce schéma-là. Oui, tu te présentais comme ça en fait. Je me présentais pas forcément comme ça, mais en fait j'en étais tellement fière que je m'oubliais complètement. Et puis du coup avec des souffrances qui vont derrière, et puis en fait c'est là depuis un an, je dirais que j'ai pris en fait, je me suis rendu compte que non, moi j'étais Hélène et que j'existais en tant qu'être, et du coup j'ai pris beaucoup de recul là-dessus. Et souvent quand on me présente encore aujourd'hui, et c'est dur, on me dit c'est Hélène la sœur de. Et souvent je reprends les gens en disant non, je suis Hélène Pailleug. Je suis moi. Et j'ai plein. Et ça me fait penser. Il y a une BD qui est géniale avec Agathe en liste. C'est Je suis moi et personne d'autre. C'est le livre que j'ai acheté à mon fils hier. Ah tu vois, c'est incroyable. De Baptiste Beaulieu, qui est pédiatre, qui est auteur et qui écrit des livres super livre. Ouais, et sur les enfants, les BD pour expliquer justement les différences. Et Agathe le dit tout le temps, de dire je suis moi et personne d'autre, maman. Complètement. Et tu vois, j'en ai des frissons à t'en parler parce que c'est tellement. Je crois que même c'est générationnel. Alors moi, j'ai pas grandi comme toi dans un milieu très sportif et très normé comme ça. J'étais pas la fille de. Enfin si, je suis la fille de quelqu'un, mais bien sûr. Tu vois, il y avait pas d'identité
connu. Néanmoins, je suis pas sûre que d'un point de vue éducation, il y avait une existence de l'enfant. Tu vois, on la découvre aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a un conflit aussi intergénérationnel. Et d'ailleurs, tout ce qui se passe actuellement. Mais du coup, là, aujourd'hui, on pousse, et tant mieux, on est la génération qui élevons nos enfants comme des êtres égaux. Part entière. Oui, et puis des êtres égaux à l'adulte, parce qu'avant, il y avait la prédominance, enfin, la suprématie de l'adulte. Donc voilà. Mais, il y a encore du travail à faire, je pense. Mais oui, tout à fait. C'est assez drôle que tu me parles de ce livre, puisque c'est le livre que j'ai acheté à Malo hier soir, et il m'en avait parlé parce qu'ils l'ont étudié à l'école, et j'en ai parlé avec la maîtresse, je le trouve très bien. Ouais. Et elle lit beaucoup, elle aussi, Baptiste. Et donc du coup, je dis ça c'est cool, parce que d'ouvrir les enfants à ça, parce que dans le livre, tu as dû le lire hier soir avec lui peut-être. Ouais. Mais en fait, le petit garçon, il s'oublie tellement que ses lettres de son prénom disparaissent. Et Francisco. Et sa maman lui dit, il est temps que j'aille chercher aussi les lettres de mon prénom, en fait. Complètement. Et t'as raison, je pense que... Effet miroir. Ouais, ça c'est sûr. Déjà, les enfants sont là pour ça, mais je pense qu'il y a un moment donné dans notre vie, tu l'as juste entreaperçu tout à l'heure dans la discussion, tu disais, quand je suis devenue maman et quand j'ai suivi mon conjoint, je n'existe plus en tant que Hélène, j'étais devenue la femme d'eux et la mère d'eux. Et donc, il a fallu du temps. Seulement il y a un an, je crois que tu reprends aussi tes lettres de noblesse, comme on dit, et c'est chouette parce que tu t'es choisie. Et ça. Après, c'est un long parcours, hein. De toute une vie, je crois. Voilà, de toute une vie, c'est long, c'est difficile, puis on est avec des bagages qui des fois ne sont pas les nôtres. Complètement. Donc il faut aussi en prendre conscience, et voilà. Mais et puis il y a encore plein de choses à apprendre et à travailler. On travaille toute une vie, hein, mais en tout cas, j'ai pris conscience de certaines choses. Oui, et c'est déjà un grand pas. Ouais. Ah non, c'est sûr, la prise de conscience va démêler certaines choses. Mais... Et donc aujourd'hui, tu es multifacette aussi au sein de l'abbaye de la Grâce-Dieu. Et tu as gardé ton auto-entreprise aussi à côté ? Oui. Ouais, j'ai gardé mon auto-entreprise. Alors, j'ai pas forcément de projet actuellement. Juste ce week-end où effectivement j'ai été en tant que scénographe sur le mariage d'amis à moi qui m'ont demandé, Hélène, on aimerait que ce soit toi qui fasses la déco. Donc j'ai accepté. C'était pas forcément facile parce que c'est toujours délicat de travailler pour des gens qu'on aime et des amis proches. Mais c'était super, c'était une belle expérience, et ça m'a aidée, et je pense que je l'ai accepté aussi parce que ça m'a permis d'avoir confiance aussi en moi et de me dire en fait seule je suis capable de. Je suis légitime. Et ça m'a beaucoup appris ce week-end. Je les ai grandement remerciés, je les remercie encore. Mais c'était très chouette, c'était une belle expérience. Wow. Et puis peut-être que ça t'a permis aussi de mesurer le chemin parcouru aussi. Aussi, je pense, ouais. Parce que c'est hyper complémentaire avec ce que tu fais aujourd'hui. Complètement. Parce que tu supportes, dans le bon sens du terme, les couples qui se marient, les familles qui se rassemblent, les professionnels qui souhaitent aussi des moments de cohésion. Donc, tu l'as juste mis en image et en matière. C'était très chouette. Ouais. C'était une belle expérience. Et puis, pourquoi pas peut-être d'autres plus tard. Mais en tout cas, ça m'a permis de remettre un pied dedans déjà, et depuis l'année dernière. Et puis de me faire confiance, de me prouver à moi-même. Et je dis bien à moi-même que je suis capable. Et ça, déjà, c'est une belle victoire. Oui, Dieu sait que tu en as fait des choses. Enfin, depuis le temps, tu disais que tu avais tourné dans des films, des courts-métrages, etc. Des longs-métrages, pardon. Je n'ai pas trop le vocabulaire. Mais quand tu me disais ce midi, c'est difficile de se regarder, parce qu'on parlait justement du retour, des fois, de s'écouter, que c'est vraiment pas un exercice simple. Et du coup, tu te rendais pas compte que tu avais réussi quand même ce genre de cours de pièces de théâtre ou de longs-métrages, etc. Tu te rendais pas compte que c'était toi derrière ? En fait, c'est toujours pareil. Les gens ont beau vous dire des choses, quand vous-même vous n'avez pas confiance ou n'y croyez pas. On n'y croit pas. En fait, les gens peuvent pas faire le travail à votre place, quoi. Donc, on a beau, c'est comme après un accouchement ou après le corps de la femme. C'est un vrai sujet, hein, mais on en a parlé ensemble. Et ça, j'en parle beaucoup, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mais quand pendant des années, moi j'ai fait beaucoup de photos aussi, mais quand pendant des années, votre image, c'est votre outil de travail. Et c'est vous. Votre physique, votre corps, que vous êtes complètement décomplexé que ça, que vous êtes à l'aise avec ça, et que vous vous retrouvez maman et que c'est un raz-de-marée parce que y a des femmes qui ont des césariennes, qui ont pris du poids, et que vous vous retrouvez pas en tant que femme.
c'est hyper difficile. Et moi, aujourd'hui, mon fils a beau avoir 8 ans, le chemin, il est pas du tout... il est en construction, quoi. Je suis pas du tout encore à l'aise avec la femme, voilà, avec ma nouvelle image. Je pense qu'on n'en parle pas assez, que j'ai peut-être trop idéalisé cette chose-là et qu'aujourd'hui, ça a été, j'ai pas honte de le dire, un petit traumatisme et un raz-de-marée dans ma vie d'être maman. C'est au-delà de... Je ne regrette rien, j'ai toujours voulu avoir des enfants, je suis très heureuse et je ne referai pas machine arrière. Mais quand même, si on m'avait prévenu, je sais pas si je me serais lancée. Ah ouais. Je trouve que ça bouleverse une vie quand même. Une vie de femme, une vie de couple, un corps. Moi, c'est le corps qui a beaucoup souffert. Puis aujourd'hui, j'en souffre encore. Et puis, il y a des séquelles. Une césarienne, on banalise ça, mais c'est aujourd'hui, vous en parlez avec des chirurgiens, c'est un des actes chirurgicaux les plus durs, quoi. Traumatique. Et quand vous aimez le sport et que vous faites du sport tous les jours et que vous retrouvez pas votre corps et que c'est injuste, quoi, et que vous voyez des femmes à côté de vous parce qu'on a toujours ce truc de se comparer. Et puis alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout ça, ça nous aide pas, mais voilà, donc... C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas au courant, en fait. C'est peut-être pour ça que personne n'a dit, sinon il n'y aurait plus d'enfants. C'est ça. Parce que moi, c'est pareil, hein, je me suis pris le même coup de pelle. Mais alors, physiquement aussi, mais moins, même si des fois, je me dis, pourquoi je me plaignais sur ces photos, j'étais tellement bonne. Mais non, c'est surtout d'un point de vue identité de femme. Un être individuel qui avait des ambitions, mais j'en ai toujours, mais c'est pas les mêmes, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres préoccupations avant moi, malheureusement, même si je me remets souvent au centre du village, que j'essaie de me ramener tout le temps en priorité, parce que je me dis que si je vais bien, tout le monde va bien, voilà, c'est ce que je prône et ce que j'essaye vraiment de mettre en place, et je pense que l'arrivée des 40 ans m'aide beaucoup là-dedans aussi, à me détacher de plein de choses, et c'est pas un mythe, mais effectivement, on ne nous parle pas du tout de ce coup de pelle, quoi. Moi, je sais que j'en parle souvent avec mon mari, il me dit, mais il y a eu un avant, un après, où alors j'ai complètement perdu pied, moi, où je savais qui j'étais, comment j'arrivais à me définir, je travaillais dans le vin, j'étais responsable commerciale, je me définissais comme ça parce que on est élevé comme ça en tant que femme. Malheureusement, aujourd'hui, tu fais quoi dans la vie? Ah bah, complètement. Et donc là, tu ne fais plus rien parce que tu viens d'avoir un gamin, donc ce qui est un acte encore énorme, enfin qui est supérieur à ta profession. Il y a un travail à temps plein. Ah oui, et puis tu laisses ta peau, c'est le cas de le dire, et ton sommeil. Et en fait, tu ne sais plus te définir parce qu'on t'a pas appris. Ah, c'est très dur. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un gros vide quand on se retrouve maman, même si on l'a décidé. Ah oui, complètement. Il y a un gros vide. On se sent vite très seul. Et c'est avec une responsabilité de fou. Et d'ailleurs, tu m'as dit de dresser mon portrait chinois, et on y viendra peut-être après, mais quand on a en plus une personnalité assez anxieuse, moi je suis quelqu'un de très anxieux, et ben c'est un sacré raz-de-marée, quoi. Vous pensez plus qu'à vous, quoi. Vous pensez à votre enfant, c'est la priorité, quoi. Ah, complètement. Donc ça a été un gros changement dans ma vie, et même la photo, j'ai arrêté. J'adorais ça et j'ai arrêté pendant 6 ans de ma vie après mon premier enfant. Et j'ai repris il y a 1 an parce que je n'avais pas confiance en moi. J'avais plus confiance en moi. Mais du coup, oui, moi j'ai vu certains clichés que tu oses, enfin que tu apprends à publier. Quel est ton regard justement sur cette nouvelle Hélène qui a éclos après 2 enfants, qui n'a plus 24, 25 ans, on va dire 10 ans après, ma soménos. C'est marrant, tu vois, je me suis jamais posé cette question et en fait, je pourrais pas te répondre. Alors, il y a des gens les gens ont souvent l'image de quelqu'un, et c'est d'ailleurs l'image apparemment que je transmets aux gens de quelqu'un de très sûr d'elle, très froide, etc. Mais pourquoi tu te prends en photo, tu t'aimes? Pourquoi? En fait, c'est tout l'inverse. C'est une thérapie. En fait, la photo, ça aide à beaucoup de choses. Ça aide à s'accepter, ça aide à se regarder de manière différente, enfin de manière... comment dirais-je? Avec de la hauteur? Ouais, voilà, à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et puis, c'est un gros parcours d'acceptation de soi-même. Et puis parce que j'aime ça aussi. J'aime rencontrer des gens, il y a un côté très artistique dans la photo. Parce que tu peux raconter des histoires. Ça raconte des histoires sans forcément parler. Moi, j'aime raconter des histoires sans forcément parler, en fait. Par un regard, j'ai rencontré,
dans mon parcours de vie, dans les différents shootings que j'ai fait photo, il y en a que j'ai pas du tout forcément apprécié, puis il y en a d'autres où vraiment ça a été un chamboulement émotionnel et une rencontre fabuleuse, et je garde même des souvenirs sur un shooting où c'était plutôt un shooting très artistique sur une exposition autour de l'Afrique qui me correspondait, en plus qui me parlait beaucoup puisque nous avons des origines africaines dans la famille, et donc ça me parlait énormément, mais où j'avais le corps complètement nu avec de l'argile sur tout le corps et de la peinture, etc. C'était pourtant pas facile à faire de se retrouver face à un photographe comme ça, et ça a été une des plus belles expériences de ma vie, où on a parlé de voyage, où par moments on a eu même pas besoin de se parler ou de se dire quoi que ce soit, ou qui me disent fais cette pause. En fait, les choses se faisaient de manière très naturelle et il se passe des choses dans le regard. Et d'ailleurs, même sur un shooting avec une autre photographe qui s'appelait Audrey d'ailleurs, qui prenait beaucoup de photos de rue, de rappeurs, etc. Elle est venue une fois à la maison, elle m'a dit je veux faire un shooting photo avec toi sur une photo portrait. Et je me suis mise à pleurer rien qu'en la regardant, alors qu'il n'y avait pas un mot qui sortait de notre bouche. Et en fait, il a suffi d'un regard pour qu'il y ait des choses qui sortent, quoi. Donc, c'est au-delà de la photo elle-même, c'est plus le côté très artistique qui me parle, et le côté acceptation de soi, quoi. Ouais, la thérapie par la photo, ouais. Ça, c'est un sacré exercice, ça. Tu vois, moi, je l'utilise pas du tout la vue. Je suis moins sensible à ça, même si j'aime le beau. Mais ça va pas être mon outil de prédilection. Mais tu vois, au même titre, comme je disais tout à l'heure, de s'écouter est un exercice très difficile. Donc, de se voir, j'imagine. Moi, j'avais fait quelques photos enceintes avec justement une photothérapeute de Angers. Mais j'étais, en fait, quand t'es enceinte, même malgré tous les symptômes, parfois, moi, j'ai bien vécu mes grossesses. Et justement, je me trouvais belle. Parce que je me dis, des kilos, en plus ou en trop, peu importe comment on le nomme. On se sent très femme quand on est enceinte. Et hyper puissante. On se sent puissante et femme, c'est vrai. Et ça, et du coup, je pense que ça transparaît, dans les photos. Et j'avais aimé, effectivement, je m'aime moins depuis. Mais c'est ce qui te reste à faire. Ouais, voilà. Bref, c'est un autre sujet. Et aujourd'hui, tu arrives à mettre un peu de tout ce que tu es, de toutes ces paillettes dans ta vie pro et ta vie perso. Est-ce que tu fais la jonction des deux, ou alors c'est vraiment deux mondes séparés, le pro, le perso? Non, c'est très relié. Okay. C'est très très relié, puisque aujourd'hui je gère aussi la partie communication des réseaux sociaux. Donc en fait la créa est toujours là, et j'adore ça d'ailleurs. Ça se voit. Et je veux surtout pas perdre cette partie-là, parce que c'est ce que j'aime, et j'aime faire beau. Ça se voit, tout à fait. Je me décrirai peut-être après. Mais je suis quelqu'un de très exigeant et très exigeante envers moi-même. Et ça, je pense que c'est beaucoup l'éducation que j'ai eue par le sport, notamment. L'exigence, le travail, la discipline. Voilà. Et donc, du coup, oui, aujourd'hui, tout est relié dans ce que je faisais avant et ce que je fais aujourd'hui. Puis, de toute façon, les prestataires que je côtoie au quotidien, il y a des photographes, il y a des shootings, il y a... En fait, tu as trouvé ton job de rêve. Ça regroupe tout ce que la rencontre avec les gens, la communication, les événements. Je retrouve un petit peu d'adrénaline qu'on avait sur un tournage ou sur comment dirais-je, une tournée de théâtre. Voilà. Ouais, tout à fait. Oui, parce que finalement, tu montes des décors pour que les futurs mariés, les futurs rassemblés, on va dire, pro ou particuliers, se sentent bien, soient transportés, vivent une expérience. Donc finalement, exactement. T'es le metteur en scène. Alors aujourd'hui, je fais plus de décor à l'abbaye de la Grazieux, mais en tout cas, je suis dans un domaine où le décor suffit. Ah, c'est clair. C'est tellement beau, grand, et il y a tellement de possibilités que, effectivement, je reste quand même dans un milieu de beau, d'artistique aussi. Ouais, c'est chouette. Voilà. Donc bientôt d'y intégrer du sport. On espère. C'est un projet. D'ailleurs, tu en fais partie, Marie, mais oui. On espère. On va pas tout divulguer. On va pas tout divulguer, mais c'est en construction, effectivement. Ouais, non, ça va être trop chouette. Et dans ce parcours multiple, tu as rencontré des difficultés. On en a un petit peu parlé, notamment d'acceptation de soi, de légitimité. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses, ou alors tout simplement, est-ce que tu t'es sentie soutenue face à ces freins tu vois? Alors, soutenue par qui? Qui tu veux. Ça peut être un thérapeute, une thérapeute. Ça peut être un professionnel, un mentor, une professionnelle. Ça peut être des amis, ton conjoint, ta famille, peu importe. Ouais, alors moi, j'ai été très soutenue par une psychologue depuis des années qui m'a beaucoup, beaucoup aidée.
que je n'ai plus vue depuis la naissance de mon fils. Je la voyais plus trop. Et là, j'ai repris justement des rendez-vous avec elle, pas parce que ça va pas, au contraire, ça va très bien dans ma vie, mais justement parce que ça va très bien et parce que je me rends compte de plein de choses aussi. J'ai besoin justement d'avancer et d'avoir des clés, des outils pour m'aider, me connaître encore mieux et voilà. Donc oui, j'ai été beaucoup aidée par les massages. Ok. Et puis il y a eu un événement dans ma vie, le 12 septembre 2019, j'ai perdu mon meilleur ami qui était plus qu'un meilleur ami, de manière très tragique et violente. Et en fait, j'avais mon premier enfant qui venait d'avoir 1 an et je ne savais plus du tout comment sortir la tête de l'eau. J'allais très très mal. Et je n'avais pas envie à cette période-là de forcément parler ou expliquer à tout le monde à chaque fois ce qui s'était passé, le pourquoi du comment, parce que déjà c'est incompréhensible et puis personne peut le comprendre. Il n'y a que dans les films qu'on voit ça. Mais donc du coup, je me suis tournée vers les massages et vers les énergies. Et j'ai toujours été connectée à ce genre de choses depuis toujours. Et donc, je me suis tournée vers les massages Chin and Sang avec Céline et qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. Ah, tu m'étonnes. Au travail par les émotions et par le ventre, qui est pourtant une partie de mon corps sur laquelle je ne suis pas du tout à l'aise. Et donc, ça a été une libération et ça m'a beaucoup aidée. Et c'est un chemin que j'ai pris. Et après, je me suis tournée vers des stages de féminin sacré avec des femmes pendant plusieurs années. Ma fille avait 3 mois. Je partais déjà faire un stage avec 8 autres femmes, sans jugement, où on est toutes pareilles. Ah, mais oui. Et elles étaient toutes plus âgées que moi. Et donc, ça a été une révélation. Et aujourd'hui, Céline, du coup, cette masseuse fait partie de ma vie et a été, du coup, a été désignée la marraine de ma fille. Wow. Et voilà. Donc, oui, j'ai été soutenue et j'ai la chance d'être entourée parce que c'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est surtout des personnes extérieures à ma vie familiale. Non, mais c'est bien. C'est bien aussi parce que tu as su aussi aller les chercher. Parce que souvent, on se dit, non, mais je suis entourée de ma famille, quel que soit le degré. Ou des amis. Mais non, effectivement, des thérapeutes extérieurs, parfois, c'est plus simple. Parce que du coup, il n'y a pas ce... Pas de jugement. Ouais, et puis il n'y a pas ce lien d'affect. Ouais, ils sont là pour prendre soin de toi, en fait. Et te donner les clés pour aller mieux, soit par, comme tu l'as dit, par le toucher, soit juste à entendre, écouter et accompagner, comme les petits trous d'un vélo. Moi, c'est ce que j'aime bien. C'est après, je te dis pas que ça a pas été... J'ai eu des moments très seuls, hein. Et puis, tu sais, quand tu suis un sportif de haut niveau, tout le monde idéalise ça, hein, la femme du sportif, c'est tu gagnes bien ta vie, ton mec a une notoriété, tout le monde voit ça sous les strass et les paillettes, mais c'est pas l'envers du décor, il est pas là, quoi. C'est beaucoup de solitude, beaucoup seul, les blessures, le stress, la pression. Donc c'est pas si simple que ça et j'ai été beaucoup seule. Je me suis sentie souvent très seule et puis surtout dans des endroits assez isolés aussi. Et puis après avec l'arrivée d'un enfant, on peut en parler à beaucoup de mamans, mais on se sent souvent seule. Et donc voilà. Après j'ai la chance d'avoir une maman ultra présente à sa manière. On n'est pas toujours d'accord et on a 2 caractères assez forts et on ne se ressemble pas trop de caractère, mais en tout cas si j'ai besoin, elle est là. Ouais. Là, c'est hyper fort aussi. Waouh, merci pour cette confiance que tu m'accordes. Mais je trouve qu'on... moi, je découvre... je te découvre sur plein des aspects et je te rejoins pleinement. Je pense que nos parcours sont intimement liés. Donc, c'est très beau. Reprenons. Non, ça me touche. Je te remercie. Et est-ce que tu aurais des conseils justement à des gens, des femmes ou des hommes, peu importe le genre, qui aimeraient se lancer et poursuivre, peut-être pas poursuivre, mais essayer de se retrouver en tant qu'être? Qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes-là? Toi maintenant, tu es passé, alors t'es pas sortie de là, mais... Avec du recul, je pense qu'il y a une chose que tout le monde fait en fait de manière... c'est ne pas faire les choses pour les autres. Pour faire plaisir
un tel, ou parce que j'ai été élevée comme ça, donc il faut que je fasse comme ça. En fait, il faut se sortir de ça. Et en fait, quand on a compris cette chose, on arrive à faire plein de grandes choses. Et moi, j'ai mis peut-être du temps à m'en rendre compte parce que je pense qu'en fait, quand je fais le parcours de ma vie, j'ai fait beaucoup de choses pour plaire. Oui, tout à fait. Ou parce que pour me prouver que, ou parce que pour être aimée parce que je me sentais à l'écart, ou parce que, mais en fait aujourd'hui je m'en fous de ça. Aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner, c'est pas écouter la petite voix qu'on a dans la tête forcément, mais c'est le cœur en fait qui doit parler et ce qu'on est vraiment. Et peu importe ce que les autres pensent, peu importe si son père, sa mère ou son frère ne suit pas forcément ce chemin-là, en fait, on n'a qu'une vie, quoi. Et moi, j'ai pris conscience de ça. Déjà, j'ai steppé, en fait, déjà quand j'ai perdu mon meilleur ami. Mon conjoint, un jour, m'a dit, et je me rappellerai toujours, m'a dit, mais il y a la Hélène avant et il y a la Hélène après. Ok. Et en fait, alors j'ai toujours eu un fort caractère où j'ai jamais eu besoin de faire des choses. Par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, mais mes copines vont sortir, je sors parce qu'elles sortent et puis parce que j'ai peur de manquer quelque chose. Moi, si j'ai pas envie de sortir, je sors pas et j'en ai rien à foutre de ce que les autres pensent. Ouais, tout à fait. Et j'ai toujours été comme ça. Mais c'est vrai que souvent mon conjoint me disait mais allez, fais l'effort quand même. Et en fait, après ce décès brutal, je lui dis mais en fait on n'a qu'une vie, moi j'ai pas envie de me forcer. Non, c'est clair. Moi en fait j'ai envie d'être avec les gens qui me font du bien, j'ai envie d'être avec ces personnes, et ben je vois ces personnes. Si ces personnes elles me font chier ou que j'ai pas envie de les voir, ben je vais pas me forcer à le faire. Et du coup c'est vrai que ça peut paraître des fois un peu voilà, c'est noir ou blanc, mais je suis comme ça et puis je ne changerai pas. Donc maintenant je suis plutôt partisane du fait de ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas, je me forcerai pas à faire les choses. Et je pense que tout le monde devrait faire ça et suivre ce qu'il y a au plus profond de soi-même, voilà, son petit chemin. Et comment tu t'y connectes à ça? Parce que plein de gens qui cherchent, qui sont sans l'éducation, sans les attendus, sans les devoirs. Comment tu t'y connectes, toi? Comment tu as réussi à t'y connecter, à te dire ça, c'est Hélène? Ça, c'est pas Hélène. Ça va être difficile cette question. Alors ok, je peux la laisser en suspens. Non, parce que ça fait partie de ma recherche aussi, parce que j'arrive à m'y connecter parfois, puis parfois non. La réalité de la vie fait que ça me rattrape. Mais je pense qu'on fait ça toute notre vie, hein. Ouais, tu sais, de se faire rattraper par le quotidien, par la raison, le devoir. Par la raison, le devoir, par plein de choses. Mais je vais revenir à ce que j'ai dit, mais ce qui aide aussi à se connaître, à se comprendre et à avancer, c'est les rencontres qu'on fait aussi. Ah, c'est vrai. Ça fait un effet miroir aussi. C'est énormément les rencontres qu'on fait. Puis moi, je crois vraiment aux énergies, je fonctionne vachement au feeling, même dans le travail. Quand je rencontre des gens pour tel ou tel événement ou pour tel projet commun, j'y vais ou j'y vais pas, quoi. Tu le sens? Ouais, je le sens. Je le sens et en général, je me trompe rarement. Ouais, ça. Le premier rendez-vous, ouais. Mais ça, c'est un travail qui prend du temps, hein, de vraiment se connaître. Et je pense que c'est toute notre vie, en fait. Et puis après, il y a les expériences de la vie aussi qui font que, on avance plus vite sur certains points. Ouais, voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Ouais, trop bien. Et alors, tu me disais que tu cuisinais et que tu pâtissais. Énormément. Et du coup, c'est quoi ta Madeleine de Proust? Mon plat préféré? Bon, le truc... alors, imaginons, on va dire, ok, ton plat préféré ou si tu devais être... Alors, ton plat préféré et si tu devais être un plat. C'est peut-être pas le même. Alors, mon plat préféré, ce serait les chipirons. Ok. J'adore ça. Et si... Et c'était quoi l'autre question? Et si toi, tu étais un plat ou un dessert? Si moi, j'étais un plat, je pense que je serais un tagine. À quoi? Au citron confit et aux olives. Donc, poulet? Ouais. Quelque chose de très méditerranéen. Un peu acidulé? Un petit peu acidulé et à partager surtout. Parce que pour moi, ça, c'est la base de la cuisine. C'est le partage. Ouais, la grande tablée, les rires. On fait la cuisine, pas pour soi, on fait la cuisine, enfin, si pour soi, pour le plaisir de cuisiner. Oui, bien sûr.
mais pour le partage aussi. Oui, puis il y a beaucoup d'amour dans la cuisine. C'est l'amour, l'ingrédient magique, l'amour. Mais je pourrais pas vivre sans la cuisine. Et la cuisine, je pense que c'est la thérapie de ma vie. D'ailleurs, tout le monde me dit, mais Hélène, pourquoi tu ne te lances pas dans une table d'hôte, dans un truc Instagram, je sais pas, de cuisine et tout. Okay. Tout le monde me parle de ça depuis toujours. Et quand je suis partie en Australie, notamment, je cuisinais énormément aux gens. Ok. Et c'est comme ça que je suis revenue et que j'ai fait de la pâtisserie. Mais c'est vrai que souvent, à la maison, le dimanche, je cuisine pendant des heures avec de la musique en fond et je me sens bien, je pense à rien. Bah oui, parce que c'est tes mains. Voilà, je suis tellement hyperactive, je suis tout le temps en mouvement, je me pose jamais. C'est le seul moment où j'arrive à déconnecter, c'est en cuisinant. J'adore ça. Puis c'est pratique. Du coup, t'as le repas, t'as la semaine. Et je fais plaisir. Et j'adore faire plaisir. Ça fait partie de ma vie, c'est faire plaisir aux autres. Mais peut-être d'ailleurs, ça a trop fait partie de ma vie. Oui, ce que tu disais, ça rejoint ce que tu disais. Je m'oublie beaucoup. Ouais, mais finalement, là, tu t'oublies pas. Parce que c'est ton moment à toi. Voilà. Et en même temps, ça bénéficie aux autres. Donc finalement, c'est ça. Parfait. C'est un bon équilibre. Ouais, ça coche bien les cases. C'est ça. Et est-ce que t'as une Madeleine de Proust, mais qui est pas forcément du coup alimentaire, mais un moment, une odeur, je sais pas, quelle pourrait être... Tu sais, cette Madeleine de Proust, c'est quelque chose qui te fait profondément du bien et qui te rappelle quelque chose, quelqu'un. Et ça, tu peux y revenir souvent. Tu vois, moi, par exemple, ça va être la fleur d'oranger. Ah bah moi, j'adore ça. Cette odeur-là, elle est... J'en suis amoureuse, si tu veux. Ah, moi, c'est pareil. Ça me berce et ça me rappelle pas quelqu'un, mais c'est juste, ok, ça me pose et c'est chez moi. Tu vois, je sais pas. Alors moi, la fleur d'oranger, j'adore ça. J'adore ça. J'en mets partout chez moi. J'en ai ramené des gros bidons du Maroc que je mets à la maison. C'est une odeur qui me rassure, que j'aime profondément. Ma Madeleine de Proust, c'est pas quelque chose qui se sent ou c'est un endroit. Ok. Et c'est la Corse. Ok. C'est l'endroit où je me sens bien. Ouais. Tu sais qu'il existe des endroits où c'est vraiment chez nous. Je vois que t'es émue en plus, c'est dingue. Ouais, et en fait, il y a des endroits, moi par exemple l'Espagne, c'est partie des endroits où c'est chez moi, je peux pas l'expliquer. Pourtant, je suis pas espagnole. Ouais. Tu vois? Alors nous, on a une attache profonde avec la Corse. Mon papa vit là-bas, j'ai ma tante qui vit là-bas et ma cousine. Et puis mon meilleur ami est corse et vivait là-bas. Et j'ai tous mes amis d'enfance là-bas. Et en fait, mes parents se sont séparés, j'étais assez jeune. J'avais 4 ans et mon papa, il nous prenait en vacances tous les étés et nous emmenait là-bas. Donc j'ai une attache, je suis un peu émue. Non, mais c'est parce que là, on touche cet endroit magnifique. J'ai une grosse attache à la culture, aux gens. Et pourquoi ça t'émeut autant? Ça te manque? Ou par rapport à ton meilleur ami? Désolée. Bah non, je pense que tu as dit les bons termes. Je me sens chez moi là-bas quand je suis là-bas. Et puis, ouais, ça me ramène à cette personne qui est plus là aujourd'hui. Quand je suis là-bas, j'ai l'impression qu'elle y est, quoi. Donc, ouais, la Corse. C'est beau. Moi, j'adore aussi la Corse. Elle est tellement sauvage et en même temps profonde. Puis, il y a quelque chose de très identitaire en Corse. Moi, j'ai une personnalité... on n'a pas fait mon portrait chinois, mais j'ai une personnalité assez forte. Tu peux te décrire comme... Vas-y. Et puis, ça me représente avec des grosses valeurs. Le clan? Ouais, je me retrouve là-dedans, en fait. Le clan, les valeurs, les grandes tablées? Pas le clan, mais les valeurs... les traditions, la famille, le sens de l'amitié, la nature, la fierté de ses origines, de ce qu'on est, d'où on vient, les odeurs, l'odeur du maquis, incroyable, l'immortel, la nourriture quand on aime cuisiner comme moi en Corse, c'est idyllique, la charcuterie, le fromage, le bon vin, les cascades, la mer, la montagne, il y a les chevaux sauvages, il y a tout là-bas. Et justement, tu reviens souvent sur ce portrait chinois. Et si tu étais donc à un endroit, ça serait la Corse? Oui, Cargèse particulièrement. Ok, très bien.
Si tu étais donc un plat, le tagine, poulet, citron et olive. Confit. Si tu étais une odeur. La fleur d'oranger. La fleur d'oranger. Si tu étais une saison. Le printemps. Ouais, tout bourgeonne. C'est trop beau. J'adore l'odeur du printemps. Puis les fleurs. Ouais, tout sort de terre, tout reprend vie, en fait. Un animal. La panthère. Ah, c'est exactement ce que j'allais dire en fait. Exactement. Puis, bon, faut savoir, pour ceux qui la connaissent pas, Estelle, je mettrai du coup une photo. Vous verrez ses yeux, Hélène. Je pense qu'on pourrait, s'y perdre pendant des heures. Je pense qu'on aurait pu faire une chanson. Non, mais c'est vraiment, j'aurais pas pu te décrire mieux que panthère. Incroyable. Si tu étais une fleur, est-ce que alors si j'étais une fleur, j'adore les hortensias. Ouais, et c'est la saison en plus en ce moment. Il change de couleur en fonction de ce qu'on met dans le sol. Et le tournesol, j'aime beaucoup le tournesol aussi. Moi, ça t'irait bien. Ok. Et si t'étais, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire une couleur? Le vert. Ah ouais. Kaki? Le vert. Le vert. Le kaki, j'adore aussi, mais le vert, j'adore le vert. Ouais. La sérénité. Ouais, ça me ressemble pas trop, hein, la sérénité. Mais t'as une partie quand tu poses ta voix. Peut-être l'espoir, je pense. Ouais, l'espoir. Mais ouais, j'adore le vert. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la petite Hélène? Oula, alors j'avais écrit un texte à la petite Hélène, justement, il y a pas si longtemps que ça. J'avais fait une publication où j'avais écrit un texte sur la petite Hélène. J'en dirais des choses. D'avoir confiance en moi. Ça, c'est la première chose. Et je sais pas ce que je dirais. Imaginons, Hélène, elle a 8 ans aujourd'hui et t'aimerais lui parler. Tu lui dirais quoi? Du haut de ta grande Hélène. Je crois que quand je fais un flashback sur ma vie, il y a plein de choses que j'ai fait et que j'ai fait pour les autres. Donc tu lui dirais, ne fais pas pour les autres? Ouais, c'est la première chose que je lui dirais. Fais que pour toi? Ouais, écoute-toi, va au bout des choses aussi. Parce qu'il y a plein de choses où je suis pas allée au bout. Pour des raisons de jeune fille de l'époque. Parce que amourette, parce que machin. Et je faisais passer toujours les autres avant moi et je referais pas les mêmes erreurs. Ok. Donc, continue, vis ta vie et ne vis pas pour les autres. Quoi. Fonce. Parce qu'en fait, ce qui me définit aujourd'hui, c'est ça. Je suis plutôt une fonceuse et pendant des années, je me suis beaucoup oubliée. Et freinée. Et là, tu te dis, à 36 ans, il est temps de déployer ses ailes. Ouais, carrément. Carrément. Et puis là, je sens que professionnellement, je suis épanouie et ça, c'est déjà énorme. Je suis quelqu'un de très indépendante et très libre et assez solitaire au final. La panthère. Et j'ai besoin de calme, j'ai besoin de moments pour me ressourcer, pour me retrouver par un livre, par la musique, par juste être chez moi seule sans entendre mes enfants brailler dans tous les sens. Mais j'ai besoin de moments avec pense toi-même. Je pense que j'ai... Ouais. Non, moi, c'est pareil, ça me recharge à fond. Ah ouais, c'est hyper important. Il y a des gens qui ont besoin d'être tout le temps dans l'excitation, dans le bruit, etc. Et pour moi, c'est très compliqué, justement, le bruit à gérer au quotidien. Amen. On va faire une coloc. Non. 2 maisons collées. En tout cas, je te remercie beaucoup, Hélène, pour toute cette confiance. Merci à toi pour la confiance. Merci, Marie. Ouais, merci. Et puis, j'ai hâte qu'on dévoile tout ce qu'on a sous le coude. Bon, il y aura peut-être des petits moments à couper. Non. Merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite une très belle écoute et on espère que les témoignages et le parcours d'Hélène, surtout, inspirera et permettra à plein de femmes, plein d'hommes de suivre son cœur, de leur cœur, en fait, et pas leur tête. Merci, Marie. Je t'en prie.